Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture. Je vous lisais précédemment les aventures du Nabab d'Alphonse Daudet, l'illustre auteur des Lettres de mon moulin. Mais cette fois-ci, donc, on poursuit cette œuvre qui s'appelle donc le Nabab. Il s'agit d'un roman qui décrit, pour ceux parmi vous qui reprennent la lecture en cours, je vous resitue brièvement l'histoire. Il s'agit d'un roman qui décrit les mœurs de la vie parisienne sous le Second Empire à travers différentes intrigues politiques, et qui mettra donc justement en scène plusieurs personnages. Les trois plus importants sont donc le docteur Jenkins, le duc de Morat, qui est un haut dignitaire du Second Empire, et un homme qui s'appelle Jean Soulet, mais qui est surnommé le Nabab. Le Nabab, apparemment, c'est un aventurier qui s'est construit une colossale et mystérieuse fortune en Afrique du Nord. Il s'agit d'un personnage plutôt énigmatique, qui fait graviter autour de lui beaucoup de personnes qui sont, pour la plupart, toutes très interpellées par cette étrange et mystérieuse fortune. Alors, qui est donc Jean Soulet, dit le Nabab? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite, au moment du récit où l'on arrive, où en fait il se retrouve dans une mondanité parisienne. Et c'est là justement que va commencer un petit peu à se dénouer cette fameuse affaire. Mais avant cela, vous connaissez le principe, vous pouvez d'ores et déjà me retrouver sur les réseaux sociaux, vous m'écrivez en tapant le hashtag VBN, ça s'affiche normalement juste là en bas de l'écran, donc on vous répondra avec plaisir pour vos questions, vos impressions sur l'émission. Voilà. Je vous propose donc de poursuivre la lecture et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit sur D8. Un long frémissement l'accueillit. Une curiosité respectueuse, rangée sur deux haies, au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. Traverser un salon gravement, monter en souriant à la tribune, donner du sérieux aux choses futiles, traiter légèrement les choses graves, c'était le résumé de son attitude dans la vie. Une distinction paradoxale. Encore beau malgré ses 56 ans, d'une beauté faite d'élégance et de proportion, où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. Il portait merveilleusement l'habit noir sur lequel, pour faire honneur à Jenkins, il avait mis quelques-unes de ces plaques qu'il n'arborait jamais qu'au jour officiel. Le reflet du linge, de la cravate blanche, l'argent mat des décorations, la douceur des cheveux rares et grisonnants, ajoutés à la pâleur de la tête, plus exangue que tout ce qu'il y avait d'exangu ce soir-là chez l'Irlandais. Il menait une vie si terrible. La politique, le jeu sous toutes ses formes, coups de bourse, coups de baccarat, et cette réputation d'homme à bonne fortune qu'il fallait soutenir à tout prix. Oh, celui-là était un vrai client de Jenkins, et cette visite princière, il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme, à tout son être cet en avant si vibrant et si extraordinaire. Mon cher duc, permettez-moi de vous, mon pavon solennel, le jabot gonflé, essayer de faire la présentation si attendue. Mais l'excellence distraite n'entendait pas continuer sa route vers le grand salon, emportée par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. Sur son passage, et pendant qu'il saluait la belle Madame Jenkins, les femmes se penchaient un peu, avec des airs attirants, un rire doux, une préoccupation de plaire. Mais lui n'en voyait qu'une seule, Félicia, debout, au centre d'un groupe d'hommes discutant comme au milieu de son atelier, et qui regardait venir le duc tout en mangeant tranquillement. Elle l'accueillit avec un naturel parfait. Discrètement, l'entourage s'était retiré. Pourtant, et malgré ce qu'avait entendu Guéry sur leur relation présumée, il semblait n'y avoir entre eux qu'une camaraderie toute spirituelle, une familiarité enjouée.
Je suis allée chez vous, mademoiselle, en montant au bois. On me l'a dit. Vous êtes même entrée dans l'atelier. Et j'ai vu le fameux groupe, enfin, mon groupe. Eh bien, c'est très beau. Le lévrier court comme un enragé, le renard détale admirablement. Seulement, je n'ai pas bien compris. Vous m'aviez dit que c'était notre histoire à nous deux, n'est-ce pas? Ah, voilà, cherchez. C'est un apologue que j'ai lu dans... Vous ne lisez pas Rabelais, monsieur le duc? Oh, ma foi, non, il est bien trop grossier. Eh bien, moi, j'ai appris à lire là-dedans. Très mal élevé, vous savez. Oui, très mal. Mais mon apologue est donc tiré de Rabelais. Alors voici. Bacchus a fait un renard prodigieux, imprenable, à la course. Vulcain, de son côté, a donné à un chien de sa façon le pouvoir d'attraper toute bête qu'il poursuivra. Or, comme dit mon auteur, advint qu'ils se rencontrèrent, vous voyez quelle course enragée et interminable. Il me semble, mon cher duc, que le destin nous a mis ainsi en présence, munis de qualités contraires, vous qui avez reçu des dieux le don d'atteindre tous les cœurs, mais moi dont le cœur ne sera jamais pris. Elle lui disait cela bien en face, presque en riant, mais serrée et droite dans sa tunique blanche qui semblait garder sa personne contre les libertés de son esprit. Lui, le vainqueur, l'irrésistible, il n'en avait jamais rencontré de cette race audacieuse et volontaire. Aussi l'enveloppait-il de toutes les effluves magnétiques d'une séduction, pendant qu'autour d'eux le murmure montant de la fête, les rires flûtés, le frôlement des satins et des franges de perles faisaient l'accompagnement à ce duo de passion mondaine et de juvénile ironie. Il reprit au bout d'une minute. Mais comment les dieux se sont-ils tirés de ce mauvais pas? En changeant les deux coureurs en pierre, par exemple, dit-il, voilà un dénouement que je n'accepte point. Je défie les dieux de jamais pétrifier mon cœur. Une flamme courte jaillit de ses prunelles, éteinte aussitôt à la pensée qu'on les regardait. En effet, on les regardait beaucoup, mais personne aussi curieusement que Jenkins, qui rôdait autour d'eux, impatient, crispé, comme s'il en eût voulu à Félicia de prendre pour elle, seul le personnage important de la soirée. La jeune fille en fit, en riant, l'observation au duc. « On va dire que je vous accapare, monsieur le duc. » Elle lui montrait mon pavon, attendant debout près du nabab, qui de loin adressait à l'excellence le regard quêteur et soumis d'un bon gros dogue. Le ministre d'État se souvint alors de ce qu'il avait amené. Il salua la belle jeune fille et revint à Montpavon, qui put lui présenter enfin son honorable ami, monsieur Bernard Jean Soulet. L'excellence s'inclina, le parvenu s'humilia plus bas que terre, puis ils causèrent un moment. Un groupe curieux à observer. Jean Soulet, grand, fort, l'air peuple, la peau tannée, son large dos voûté comme s'il était pour jamais arrondi dans les salamalecs de la courtisanerie orientale, ses grosses mains courtes faisant éclater ses gants clairs, sa mimique excessive, son exubérance méridionale, découpant les mots à l'emporte-pièce. L'autre, gentilhomme de race, mondain, l'élégance même, aisée dans ses moindres gestes forts d'ailleurs, laissant tomber négligemment des phrases inachevées, éclairant d'un demi-sourire la gravité de son visage, cachant sous une politesse imperturbable le grand mépris qu'il avait des hommes et des femmes. Et c'est de ce mépris surtout que sa force était faite. Dans un salon américain, l'antithèse eût été moins choquante. Les millions du nabab auraient rétabli l'équilibre et fait même pencher le plateau de son côté. Mais à Paris, en Europe, on ne met pas encore l'argent au-dessus de toutes les autres puissances, et pour s'en rendre compte, il suffisait de voir ce gros traitant frétiller d'un air aimable devant ce grand seigneur, jeter sous ses pieds, comme le manteau d'hermine du courtisan, son épais orgueil d'enrichi. De l'angle où il s'était blotti, De Guéry regardait la scène, avec intérêt, sachant quelle importance son ami attachait à cette présentation. Quand le hasard lui avait si cruellement démenti, toute la soirée, ses naïvetés de débutant lui fit distinguer ce court dialogue près de lui, dans cette houle des conversations particulières où chacun entend juste le mot qui l'intéresse.
C'est bien le moins que mon pavon lui fasse faire quelque chose, quelques bonnes connaissances, lui dit-il. Il y en a tant procuré de mauvaises. Vous savez qu'il vient de lui jeter sur les bras Paganetti et toute sa bande. Le malheureux, mais ils vont le dévorer. Oh, eh bien, c'est que justice qu'on lui fasse un peu de rendre gorge. Il a tant volé là-bas chez les Turcs. Vraiment, vous croyez? Oui, je crois. J'ai là-dessus des détails très précis que je tiens du baron Ermelingue, le banquier qui a fait le dernier emprunt tunisien. Il en connaît des histoires, celui-là, sur le nabab. Imaginez-vous donc. Les infamies commencèrent. Pendant 15 ans, Jean Soulet avait indignement exploité l'ancien bey. On citait des noms de fournisseurs, des tours admirables d'aplomb, des fronteries. Par exemple, l'histoire d'une frégate à musique. Oui, véritablement à musique, comme un tableau de salle à manger, qu'il avait payé 200 000 francs et revendu 10 millions. Un trône de 3 millions dont la note visible sur les livres d'un tapissier du faubourg Saint-Honoré n'allait pas à 100 000 francs. Et le plus comique, c'est que le bey, ayant changé de fantaisie, le siège royal tombé en disgrâce avant même d'être déballé, était encore cloué dans sa caisse de voyage à la douane de Tripoli. Puis en dehors de ces commissions effrénées sur l'envoi du moindre jouet, on accentuait des accusations plus graves, mais aussi certaines puisqu'elles venaient toujours de la même source. C'était à côté du sérail un harem d'Européennes, admirablement monté pour son Altesse, par le nabab lui-même qui devait s'y connaître. Ayant fait jadis à Paris, avant son grand départ pour l'Orient, les plus singuliers métiers, marchand de contremarques, gérant d'un bal de barrière, d'une maison encore plus malfamée, et les chuchotements se terminaient dans un rire étouffé, le rire lipu des hommes causant entre eux. Le premier mouvement du jeune provincial, en entendant ces calomnies infâmes, fut de se retourner et de crier « Vous avez menti !» Quelques heures plus tôt, pourtant, il l'aurait fait sans hésiter, mais depuis qu'il était là, il avait appris la méfiance, le scepticisme. Il se contint donc et écouta jusqu'au bout, immobile à la même place, ayant tout au fond de lui-même le désir inavoué de connaître mieux celui qu'il servait. Quant au nabab, si j'ai bien inconscient de cette hideuse chronique tranquillement installée dans un petit salon auquel ses teintures bleues de lampes à abat-jour communiquaient un air recueilli, il faisait sa partie d'écarté avec le duc de Morat. Ô magie du galion! Le fils du revendeur de ferraille seul à une table de jeu en face du premier personnage de l'Empire. Jean Soulet en croyait à peine la glace de Venise, où se reflétait sa figure resplendissante, et le crâne auguste séparé d'une large raie. Aussi, pour reconnaître ce grand bonheur, ce grand honneur, il s'appliquait à perdre décemment le plus de billets de 1000 francs possible. Se sentant quand même le gagnant de la partie et tout fier de voir passer son argent dans ses mains aristocratiques, dont il étudiait les moindres gestes pendant qu'elle jetait, coupait ou soutenait les cartes. Autour d'eux, un cercle se faisait, mais toujours à distance. Les 10 pas exigés pour le salut à un prince, c'était le public de ce triomphe, où le nabab assistait, comme en rêve, crisé par ces accords féeriques, un peu assourdi dans le lointain, ces chants qui lui arrivaient en phrases coupées comme par-dessus l'obstacle résonnant d'un étang. Le parfum des fleurs épanouies, d'une façon si singulière, vers la fin des bals parisiens, alors que l'heure qui s'avance confondant toutes les notions du temps, la lassitude de la nuit blanche communique au cerveau allégé dans une atmosphère plus nerveuse comme un étourdissement de jouissance. La robuste nature de Jean Soulet, de ce sauvage civilisé, était plus sensible qu'une autre à ces raffinements inconnus. Il lui fallait toute sa force pour ne pas manifester par quelque joyeux hurrah une intempestive effusion de gestes et de paroles. Ce mouvement d'allégresse physique qui agitait tout son être comme il arrive à ces grands chiens de montagne qu'une goutte d'effervescence respirée jette dans des folies épileptiques. Le ciel est beau, le pavé est sec,
Si vous voulez, mon cher enfant, nous renverrons la voiture et nous rentrerons à pied, dit Jean Soulet à son compagnon en sortant de chez Jenkins. Docteur Guéry accepta avec empressement. Il avait besoin de se promener, de secouer dans l'air vif les infamies et les mensonges, de cette comédie mondaine qui lui laissait le cœur froid et serré, tout le sang de sa vie réfugié sous ses tempes, dont il entendait battre les veines gonflées. Il chancelait en marchant, semblable à ces malheureux opérés de la cataracte, qui, dans l'effroi de la vision reconquise, n'osent plus mettre un pied devant l'autre. Mais avec quelle brutalité de main l'opération avait été faite. Ainsi, cette grande artiste au nom glorieux, cette beauté pure et farouche dont l'aspect seul l'avait troublée comme une apparition, n'était qu'une courtisane. Madame Jenkins, cette femme imposante, d'un maintien à la fois si fier, si doux, ne s'appelait pas Madame Jenkins, et l'illustre savant au visage couvert à l'accueil si cordial avait l'impudence d'étaler ainsi un concubinage plus qu'honteux. Paris s'en doutait, mais cela ne l'empêchait pas d'accourir à leur fête. Enfin, ce Jean Soulet, si bon, si généreux, pour lequel il se sentait au cœur de tant de reconnaissance, eh bien, il le savait tomber aux mains d'une troupe de bandits. Bandit lui-même est bien digne de l'exploration organisée pour faire rendre gorge à ces millions. Était-ce possible? Et qu'en fallait-il croire? Un coup d'œil jeté sur le nabab, dont la vaste personne encombrait le trottoir, lui révéla tout à coup dans cette démarche calée par le poids des écus, quelque chose de bas, de canaille, qu'il n'avait pas encore remarqué. Oui, c'était bien l'aventurier du Midi, pétri de ce limon qui couvre les quais de Marseille piétinés par tous les nomades, les errants de port et de mer, bons généreux parbleu, comme les filles, comme les voleurs, et l'or coulant par torrents dans ces milieux tarés et luxueux, éclaboussant jusqu'aux murailles, lui semblait charrier maintenant toutes les scories, toutes les boues de sa source impure et fangeuse. Alors lui, de Guéry, n'avait plus qu'une chose à faire. Partir, quitter au plus vite cette place où il risquait de compromettre son nom, l'unique héritage paternel. Sans doute, mais les deux frérots là-bas au pays, qui paierait leur pension? Hein? Qui soutiendrait le modeste foyer miraculeusement relevé par les beaux appointements de l'aîné, du chef de famille? Ce mot de chef de famille le rejetait aussitôt dans un de ces combats intérieurs où luttent l'intérêt et la conscience. L'une brutale, solide, attaquant à fond, avec des coups droits, l'autre fuyant, rompant par des dégagements subtils pendant que le brave Jean Soulet, cause ignorante du conflit, marchait à grande enjambée près de son jeune ami, aspirant l'air avec délice du bout de son cigare allumé. Jamais il n'avait été si heureux de vivre. Cette soirée chez Jenkins, son entrée dans le monde, à lui aussi, lui avait laissé une impression de portique dressé comme pour un triomphe, de foule accourue, de fleurs jetées sur son passage. Tant il est vrai que les choses n'existent que par les yeux qui les regardent. Mais quel succès! Le duc, au moment de le quitter, l'engageant à venir voir sa galerie, ce qui signifiait les portes de l'hôtel Morat ouvertes pour lui avant 8 jours. Félicia Ruiz, consentant à faire son buste, de sorte qu'à la prochaine exposition, le fils du cloutier aurait son portrait en marbre par la même grande artiste qui avait signé celui du ministre d'État, n'était-ce pas le contentement de toutes ces vanités enfantines? Et tous deux, ruminant leurs pensées sombres ou joyeuses, ils marchaient, l'un près de l'autre, absorbés, absents d'eux-mêmes, si bien que la place Vendôme silencieuse, inondée d'une lumière bleue et glacée, sonna sous leurs pas avant qu'ils se fussent dit un mot. « Déjà, dit le nabab, j'aurais bien voulu marcher encore un peu. Ça vous va-t-il » Et tout en faisant 2 ou 3 fois le tour de la place, il laissait aller par bouffées l'immense joie dont il était plein. Comme il fait bon, et comme on respire, tonnerre de Dieu. Ma soirée de ce soir, je ne la donnerai même pas pour 100 000 francs. Quel brave cœur que ce Jenkins. Aimez-vous le genre de beauté de Félicia Ruiz? Moi, j'en raffole. Et le duc, mais quel grand seigneur, si simple, si aimable. C'est beau Paris, n'est-ce pas, mon fils?
C'est trop compliqué pour moi. Et puis ça me fait peur, répondit Paul de Guéry, d'une voix sourde. Oui, je comprends, reprit l'autre avec une fatuité adorable. Vous n'avez pas encore l'habitude, mais on s'y fait vite. Allons donc. Regardez comme en un mois je me suis mis à l'aise. C'est que vous étiez déjà venu à Paris, vous. Vous l'aviez habité autrefois. Moi, jamais de la vie. Qui vous a dit cela ? Oh, je le croyais, répondit le jeune homme, et tout de suite une foule de réflexions se précipitant dans son esprit. Que lui avez-vous donc fait à ce baron Ermelingue ? C'est une haine à mort entre vous ? Le nabab resta une minute interdit. Ce nom d'Ermelingue, jeté tout à coup dans sa joie, lui rappelait le seul épisode fâcheux de la soirée. À celui-là comme aux autres, dit-il d'une voix attristée, je n'ai jamais fait que du bien. Nous avons commencé ensemble, misérablement. Nous avons grandi, prospéré côte à côte. Quand il a voulu partir de ses propres ailes, eh bien, je l'ai toujours aidé et soutenu de mon mieux. C'est moi qui lui fais avoir 10 ans de suite les fournitures de la flotte et de l'armée. Presque toute sa fortune vient de là. Et puis, un beau matin, cet imbécile de Bernois à Saint-Lourd ne va-t-il pas se toquer d'une odalisque que la mère du bey avait fait chasser du harem ? La drôlesse était belle, ambitieuse. Elle s'est fait épouser et puis naturellement, après ce beau mariage, Ermelingue a été obligé de quitter Tunis. On lui avait fait croire que j'excitais le bey à lui fermer la principauté. Ce n'est pas vrai. J'ai obtenu, au contraire, de son Altesse qu'Ermelingue, fils, un enfant de sa première femme, resterait à Tunis pour surveiller leurs intérêts en suspens pendant que le père venait à Paris fonder sa maison de banque. Du reste, j'ai été bien récompensée de ma bonté. Lorsque, à la mort de mon pauvre Ahmed, le Mouchir, son frère, est monté sur le trône. Les Ermelingues rentrés en faveur n'ont cessé de me desservir auprès du nouveau maître. Le bey me fait toujours bon visage, mais mon crédit est ébranlé. Eh bien, malgré cela, malgré tous les mauvais tours qu'Ermelingue m'a joués et qu'il me joue encore, j'étais prêt ce soir à lui tendre la main. Non seulement ce misérable-là me la refuse, mais il me fait insulter par sa femme, une bête sauvage et méchante qui ne me pardonne pas de n'avoir jamais voulu la recevoir à Tunis. Savez-vous comment il m'a appelé tout à l'heure en passant devant chez moi ? Voleur et fils de chien. Pas plus gêné que ça, l'autre Talisque. C'est-à-dire que si je ne connaissais pas mon Ermelingue aussi capon qu'il est gros, oh, après tout, vous savez, ils disent ce qu'ils voudront. Je me moque d'eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent contre moi ? Me démolir auprès du bey ? Ça m'est égal. Je n'ai plus rien à faire en Tunisie et je m'en retirerai le plus tôt possible. Il n'y a qu'une ville, qu'un pays au monde, c'est Paris. Paris accueillant, Paris hospitalier, pas bégueule, où tout homme intelligent trouve du large pour faire de grandes choses. Et moi maintenant, voyez-vous de Guéry, je veux faire de grandes choses. J'en ai assez de la vie de mercanti. J'ai travaillé pendant 20 ans pour l'argent. À présent, eh bien, je suis goulu de gloire, de considération et de renommée. Je veux être quelqu'un dans l'histoire de mon pays. Et cela me sera facile. Avec mon immense fortune, ma connaissance des hommes, des affaires, de ce que je sens là dans ma tête, je puis arriver à tout et j'aspire à tout. Je vous propose de s'arrêter là pour l'instant, pour cet épisode, mais on va se retrouver prochainement pour la suite des aventures du nabab d'Alphonse Daudet dans Voyage au bout de la nuit sur D8. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux en nous donnant vos avis, vos commentaires, vos impressions sur l'émission. Ça s'affiche juste là, en bas de l'écran. Vous m'écrivez en tapant #VBN. Vous pouvez également nous retrouver sur le site de la chaîne www.d8.tv. Quant à moi, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur D8.